Bien, bonjour et bienvenue à tous pour notre dernière séance de 2014. Nos activités reprendront donc en janvier prochain, le jeudi 8. Donc la semaine dernière, nous rappelions que le questionnement qui nous intéresse concernant le potentiel d'universalisation de l'enseignement confucéen est à considérer sur fond de contestation et de polémique, à la fois entre différentes disciplines du savoir et entre grandes puissances européennes, notamment coloniales, au sein d'une géographie mouvante en Europe depuis l'époque des Lumières, qui est une géographie qui est à la fois intellectuelle, scientifique, universitaire et bien sûr géopolitique. Alors comme nous l'avons vu à la fin du XIXe siècle, il existe bel et bien une rivalité qui se joue principalement entre les deux grandes puissances coloniales du moment, à savoir l'Angleterre et la France. L'Angleterre ayant pris les devants dans le domaine de l'indologie, alors que la France s'impose dans celui de la sinologie. Je le rappelle, en ayant créé dès 1814 la toute première chaire d'études chinoises au Collège de France et en instaurant en 1898 dans sa colonie indo-chinoise ce qui s'appelait alors la mission archéologique d'Indochine, basée à Hanoï à partir de 1900 et devenue l'école française d'Extrême-Orient, qui est encore présente aujourd'hui dans une douzaine de pays d'Asie, où, soit dit en passant, nombre de sinologues français continuent à être formés sur le terrain. Sylvain Lévy, donc ce grand indianiste français qui a occupé la chaire d'études sanskrites au Collège de France, il y a à peu près un siècle, dont nous citions en guise de conclusion la semaine dernière les propos sur l'orientalisme, qui était extrait de sa leçon inaugurale au Collège de France de janvier 1895, c'est-à-dire il y a 120 ans. Donc Sylvain Lévy écrivait ceci en 1924 dans un texte intitulé « Les parts respectives des nations occidentales dans les progrès de l'orientalisme ». Et donc par nations occidentales, Sylvain Lévy entend essentiellement, donc, comme il va le dire, l'Angleterre, l'Allemagne et la France. Alors je cite, « À ne parler que de l'indianisme, l'Angleterre y décèle au premier abord la puissance de son tempérament individualiste. Elle a une suite ininterrompue de savants remarquables, parmi lesquels plusieurs se classent au premier rang. » Nous avions vu donc que ces savants sont très souvent passés par la British East India Company, donc la compagnie britannique des Indes orientales. Mais, Sylvain Lévy continue, mais cette suite n'est pas un enchaînement. Ni maître, ni école groupée autour de maîtres, fidèles à une orientation donnée, attachés à poursuivre une doctrine de génération en génération. L'intérêt politique qui lie l'Angleterre à l'Inde retient le travail britannique au contact des réalités concrètes et maintient la cohésion entre les représentations du passé et le spectacle du présent.
Donc ça, ce serait, selon Sylvain Lévy, la caractérisation donc, des études indiennes anglaises. Alors l'Allemagne maintenant. L'Allemagne est pour ainsi dire aux antipodes. L'enseignement se passe comme un mot d'ordre. Là, vous aurez quelques allusions pas méchantes, mais enfin, disons, un peu ironiques de Sylvain Lévy à l'esprit de discipline allemand. De Schlegel jusqu'au XXe siècle, une transmission régulière, scrupuleusement entretenue, rattache par des liens étroits tout le personnel de la science. Avec une conscience plus ou moins claire du but, chacun travaille à la glorification du génie germanique, seul interprète du génie arien. Nous sommes en 1924, et Sylvain Lévy meurt en 1935, si j'ose dire, juste à temps pour ne pas voir la suite. L'Inde ancienne, solidaire de l'ancienne Germanie, est nettement isolée de l'Inde moderne, dont la solidarité serait désavantageuse. Mais l'adoption d'une doctrine commune et d'une méthode commune aboutit à une œuvre colossale par la masse et respectable par la préoccupation scrupuleuse du détail. Donc là, nous avons la caractérisation de l'école allemande, donc qui marche un petit peu comme un seul homme, qui est très discipliné et qui met en avant donc ce lien cultivé pendant tout le XIXe siècle entre le génie germanique et le génie arien d'origine indienne, avec cette coupure justement entre l'Inde éternelle et l'Inde moderne que l'indologie allemande semble ignorer complètement. Maintenant, la France. La France, nourrie de la tradition classique, cherche l'esprit humain à travers l'espace et le temps. Et là, nous voyons donc transparaître cet humanisme de Sylvain Lévy qu'il appliquait justement parmi les premiers universitaires européens, il l'appliquait donc à un domaine non européen, à savoir à l'Inde. Donc, la France, nourrie de la tradition classique, cherche l'esprit humain à travers l'espace et le temps. Elle s'intéresse à l'Inde comme elle s'intéresse à la Chine, que la science allemande a longtemps négligée avant qu'elle entrât dans l'horizon de sa politique. Tandis que l'Allemagne s'attache passionnément aux Védas, considérés comme un document indo-germanique, l'indianisme français est surtout attiré par le bouddhisme, la seule production du génie indien qui soit d'ordre universel par son inspiration et par son histoire, et dans le bouddhisme même, sa prédilection constante va au bouddhisme dit septentrional, c'est-à-dire au bouddhisme du Nord, qui a couvert une ère de propagation de loin la plus étendue. Donc là, on pourrait dire que Sylvain Lévy a tendance à étendre à tout l'indianisme français en fait sa propre position et ses propres prédilections. Fin de citation donc. Alors, au cœur de la rivalité franco-anglaise dans le domaine sinologique que nous avons vu la dernière fois, donc au cœur de cette rivalité se trouve précisément la question du statut du confucianisme. Alors, la semaine dernière, nous avons rappelé dans quelles conditions et dans quels termes s'est formulée une question qui ne nous a plus quittés depuis, à savoir le confucianisme est-il une religion? Alors, cette fameuse question dont je rappelais la dernière fois que William Cantwell Smith décrivait, que vous avez donc au bas de la diapositive, donc il décrivait cette question en 1962 comme, je cite, une question à laquelle l'Occident n'a jamais été capable de répondre et que la Chine n'a jamais été capable de poser.
Alors je dirais entre parenthèses, elle n'a jamais été capable de la poser pour la bonne et simple raison que c'est une question occidentale et non chinoise, comme nous allons le voir. Donc cette fameuse question, il faudrait avant tout se demander si elle est justement en elle-même pertinente. Donc nous avons vu que le terme même de confucianisme a été forgé donc, en anglais dans les milieux missionnaires protestants anglophones de la seconde moitié du XIXe siècle, notamment par le missionnaire écossais congrégationaliste James Legge, pour désigner clairement une religion associée au nom de Confucius, donc confucianisme, sur le modèle du christianisme associé donc au nom du Christ. Alors James Legge tranchait ainsi la querelle des rites et des termes qui durait en Europe depuis près de 2 siècles, c'est-à-dire depuis la fameuse querelle des rites dans les années 1700. Donc il tranchait cette querelle en faveur de la caractérisation du confucianisme comme religion. Donc, en passant de quelques 34 ans de missionnariat en Chine à la toute première chaire d'études chinoises à Oxford en 1876, donc là vous voyez que les Anglais étaient en retard par rapport à la France, donc Legge introduisait du même coup une querelle de missionnaires dans le cercle élargi des milieux universitaires et intellectuels. Et de fait, comme on l'a vu, sa conception du confucianisme comme religion qui aurait pour centre un dieu unique, ce que les textes anciens chinois appellent Shangdi, que vous avez en haut de la diapositive, que Legge mettait en équivalence et en parité avec God, c'est-à-dire le Dieu unique des chrétiens. Donc sa conception du confucianisme s'est heurtée à une contestation d'un point de vue diamétralement opposé chez un universitaire français, Jules Barthélemy Saint-Hilaire, professeur du Collège de France, titulaire de la chaire de philosophie grecque et latine. Donc vous avez de manière intéressante, face à face, donc un missionnaire protestant, anglais, écossais plus exactement, et un universitaire français. Alors, dans la recension que Barthélemy Saint-Hilaire publie en 1894 des Classics of Confucianism de James Legge, James Legge a donc traduit les classiques de la Chine et en particulier les classiques du confucianisme. Barthélemy Saint-Hilaire dénie au confucianisme tout à la fois la qualification de philosophie et de religion. Comme je rappelle la dernière fois cette citation de Barthélemy Saint-Hilaire qui me paraît importante. C'est là en effet un caractère qui sépare la Chine de presque toute l'humanité. La Bible, l'Évangile, le Coran, le Veda sont des révélations. Il en est à peu près de même du Zend-Avesta et des sutras bouddhiques. La mythologie païenne n'a échappé à cette condition qu'en n'ayant pas de livre sacré. Mais le paganisme avait ses oracles et ses devins, interprètes des dieux. La foi chinoise est restée dans les limites étroites de l'humanité. Donc j'ajouterais donc ce n'est pas une religion. Et elle s'est attachée exclusivement à la tradition. Et donc, j'ajouterais pour ma part, ce n'est pas une philosophie. Donc là, vous avez une conclusion extrêmement claire. La Chine n'a donc connu ni la religion ni la philosophie. Et comme le résumera plus tard très justement Hurley Glessner Creel, le sinologue américain de Chicago que j'ai mentionné précédemment, dans un article de 1932 intitulé
Was Confucius agnostic, c'est-à-dire est-ce que Confucius était agnostique? Creel dit ceci: Among those certainties of which the majority of writers on Confucius are convinced, perhaps none is so unquestioned nor so universal as the dictum that Confucius was agnostic, positivistic, limiting his view and his interests purely to the human realm, paying not the slightest heed to things metaphysical. Ce qui veut dire, parmi les certitudes dont la plupart de ceux qui écrivent sur Confucius sont convaincus, on n'en trouve peut-être aucune qui soit moins contestée et plus universelle que le poncif selon lequel Confucius était agnostique, positiviste, limitant sa vision et son intérêt exclusivement au domaine humain et n'accordant aucune espèce d'attention aux choses, entre guillemets, métaphysiques. Alors ça, c'est un poncif dont nous avons retracé donc la généalogie et qui est qui a encore la vie extrêmement dure aujourd'hui. L'idée que Confucius était agnostique a été reprise très largement par René Etiamble et encore à l'heure actuelle, du moins en France, c'est une idée qui reste très ancrée dans les esprits. Alors maintenant, cette polémique franco-anglaise, dont nous avons vu qu'elle a commencé dans le dernier quart du XIXe siècle, faisait encore rage quelques décennies plus tard, au XXe siècle. Alors Marcel Granet, qui a donc vécu de 1884 à 1940 et dont il est inutile, je pense, de rappeler qu'il fut l'un des plus éminents représentants de l'école française de sinologie, cette école française qui a occupé une position dominante en Europe et donc dans le monde dans toute la première moitié du XXe siècle avant d'être détrônée par la sinologie américaine à partir du lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc Marcel Granet, disciple à la fois de Édouard Chavannes et d'Émile Durkheim et proche de Marcel Mauss, dans un ouvrage daté de 1919 et dédié précisément à la mémoire de Chavannes et de Durkheim, Marcel Granet porte un jugement peu aimable sur le travail de James Legge. Cet ouvrage, en fait, c'est tout simplement Fêtes et chansons anciennes de la Chine, donc un de ses ouvrages majeurs. Et dans cet ouvrage, Granet dit ceci: Legge paraît s'être occupé des classiques en songeant davantage à la Chine ancienne. Mais il faut dire qu'il les envisage d'un point de vue singulièrement étroit. Il semble bien souvent ne s'être proposé d'autre fin que d'inventorier l'œuvre littéraire de Confucius et de déterminer si vraiment c'était un grand homme. Une critique un peu courte et qui n'aperçoit pas les problèmes véritables. Une érudition trop laborieuse et où l'on ne sent pas de règles directrices. Le désir de montrer tantôt l'absurdité des commentaires et de faire d'autres fois passer dans la traduction des gloses indiscrètement choisies. Indiscrètement voulant dire sans discernement. Donc, Granet conclut: tout cela concourt à rendre peu utile une version faite pourtant dans les conditions les meilleures, c'est-à-dire donc dans cette chaire d'études chinoises à Oxford. Donc là, vous voyez que la guéguerre franco-anglaise continue. Granet est assez peu charitable vis-à-vis donc du travail de Legge qu'il utilise pourtant. Donc
c'est assez contradictoire. Donc, en tout cas, à travers cette citation, on voit Granet être assez représentatif de l'approche rationaliste française qui tend à rejeter les travaux de Legge dans la catégorie des traductions de missionnaires. Et Granet, pour sa part, abandonne résolument la question typiquement missionnaire de savoir si on peut retrouver Dieu dans les sources de l'Antiquité chinoise. Ce qui l'intéresse, c'est d'identifier dans ces sources ce qui constitue du fait social dans une perspective assez caractéristique de la sociologie durkheimienne. Et c'est ainsi que Granet, dans cet ouvrage, Faits et chansons anciennes de la Chine, lit certaines pièces du Shijing, c'est-à-dire le livre des Odes, qui, je le rappelle, est l'un des 5 classiques du corpus canonique confucéen. Donc il lit dans ces pièces poétiques comme des traces de fêtes et chansons populaires, par exemple des échanges chantés entre filles et garçons lors de fêtes paysannes, telles qu'on pouvait les observer d'un point de vue ethnographique sur le terrain, notamment grâce justement à cette mission archéologique d'Indochine. Alors, dans un article daté de 1924 qui s'intitule « L'esprit de la religion chinoise », Granet écrit des choses très intéressantes sur lesquelles j'aurai l'occasion de revenir, mais voici donc ce passage. En Chine, le sacré et le profane ne se sont jamais appropriés de domaines strictement séparés. Ce n'est pas assez dire que l'un jouxte l'autre. C'est par l'effet des circonstances que le même acte s'accompagnera d'émotions religieuses ou sera accompli dans un esprit positif. On sait que certains missionnaires ont vu dans le culte des ancêtres une pratique innocente et certains autres des manifestations dangereuses de la superstition. Les uns et les autres avaient tort ou raison, selon les cas. Pour le même individu, ce culte est tantôt ou même à la fois et dans un dosage imprévisible une pure commémoration des traditions familiales ou l'occasion d'émotions mystiques. Il n'y a pas en Chine un règne séparé du divin. Et là, je crois que Granet touche à quelque chose de très important et de très juste. Donc, je continue. Il n'y a pas un monde des dieux superposé au monde des hommes. Il n'y a point de domaine auquel on ait à préposer un clergé. Donc là, je pense que Granet fait allusion notamment à l'Église chrétienne. La pensée religieuse est toujours caractérisée par une tendance au syncrétisme, par une curiosité molle à l'égard des nouveautés. Alors là, nous commençons à avoir des jugements de valeur tout à fait intéressants, par un attachement à la tradition où l'inertie l'emporte sur la conviction. Vous vous rappelez peut-être que Barthélemy Saint-Hilaire insistait aussi sur cette référence constante et exclusive à la tradition. Je continue par une inaptitude aux conceptions précises, aux adhésions profondes, aux partis pris violents qui occupent entièrement les âmes. À l'absence de besoin dogmatique correspond l'absence de toute disposition à remettre à un clergé le soin des choses religieuses. Donc ici, nous voyons poindre certains jugements de valeur dans les propos de Granet et une caractérisation négative. Il parle beaucoup d'inertie, d'inaptitude, d'absence.
Et ce texte qui s'intitule donc L'esprit de la religion chinoise se conclut de cette manière. Un certain manque d'âpreté et de décision dans la vie imaginative, un mélange singulier de pragmatisme un peu mou et de rationalisme facile à satisfaire semble interdire aux Chinois les conceptions et les réalisations religieuses qu'inspire une foi intransigeante, ambitieuse, capable de créer comme de détruire. La religion, et Granet ajoute entre parenthèses, je serais tenté d'ajouter pas plus que la pensée spéculative, n'est point devenue en Chine et n'a guère de tendance à y devenir une fonction distincte de la vie collective. Fin de citation. Alors, j'ai donné ces citations in extenso parce que il me semble qu'il est intéressant de percevoir, malgré la radicale différence de point de vue, certains échos communs dans les propos de Barthélemy Saint-Hilaire à la fin du XIXe siècle et dans ceux de Granet quelques décennies plus tard, au début du XXe siècle. Donc, la tentation de jugement quelque peu rapide et réducteur sur le confucianisme qui serait limité à ce que Nietzsche appelait l'humain trop humain. Et donc, cette idée reçue depuis l'époque des missionnaires se trouve donc confortée au XXe siècle par le jugement de Granet, lui-même influencé par Durkheim, mais de manière très intéressante également, cette idée préconçue se trouve confortée aussi par les thèses concurrentes du sociologue allemand Max Weber, qui a vécu donc entre 1864 et 1920. Alors, ce sont des faits bien connus que le désaccord et la rivalité entre l'école française de sociologie associée à Durkheim et l'école allemande de sociologie associée à Weber. Donc on pourrait dire que la rivalité franco-anglaise dans le domaine de l'orientalisme, et plus particulièrement de la sinologie, cède ici le pas à la rivalité franco-allemande dans le champ nouveau de la sociologie. Alors, cette représentation du confucianisme comme confinée, je le disais tout à l'heure, à l'humain trop humain, figée donc au XIXe siècle par le magistère philosophique français, semble être confortée donc au début du XXe siècle par une réception peu nuancée des thèses de Weber, selon laquelle la mentalité chinoise, confucéenne en particulier, rechercherait avant tout l'harmonie avec le monde et serait donc totalement dépourvue de tension et d'aspiration à la transcendance. Donc on retrouve là, encore une fois, des échos des propos de Granet qui parlent de pragmatisme un peu mou et de rationalisme facile à satisfaire. Et donc cette lecture sommaire de Weber, notamment de son ouvrage le plus connu, dont vous avez le titre sur la diapositive, donc Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, donc l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, daté de 1905. Cette lecture sommaire peut en effet rapidement conduire à la conclusion que, selon Weber,
le facteur essentiel de la stagnation chinoise, de l'absence de développement d'un capitalisme moderne, serait, je cite, l'absence d'une relation de l'homme à une transcendance située radicalement hors du monde. Alors c'est cette absence même par laquelle la réforme protestante aurait introduit, non, c'est cette transcendance plus exactement par laquelle la réforme protestante aurait introduit en Occident une tension génératrice d'angoisse et d'entreprises individuelles dont était jusque-là dépourvu le christianisme. Donc, je citerai ici les propos de notre collègue sinologue de l'EHESS, Yves Chevrier. Soucieux, on le sait, d'identifier les raisons du décollage moderne de l'Occident, le sociologue, c'est-à-dire Max Weber ici, a décrit la modernité comme un système d'action sociale et de représentation dont l'élément surdéterminant, c'est-à-dire l'éthique protestante, était à ses yeux un facteur idéologique autonome. Cherchant à corroborer cette analyse en systématisant et en comparant les données sociologiques et idéologiques relatives à d'autres civilisations, à savoir chinoises, hindoues et judaïques, dont l'histoire aurait pu engendrer la modernité, Weber en vint, dans le cas chinois, à identifier une structure idéologique incapable de se faire le moteur du progrès, à travers son expression dominante, le confucianisme, et incapable de produire un tel moteur à travers ses expressions subalternes, le taoïsme notamment. Fin de citation. Ces propos, donc, Yves Chevrier donc, les écrit dans un article excellent qui s'intitule « Le génie du confucianisme, de l'invention d'une tradition à la traditionnalisation du moderne », donc un article qui est paru dans un ouvrage collectif dirigé par David Canroux et Jean-Luc Domnac, intitulé « L'Asie retrouvée », paru au Seuil en 1997. Donc, dans cette citation, Yves Chevrier fait allusion à cet ouvrage paru sous le titre Confucianismus und Taoismus, donc confucianisme et taoïsme, qui constitue l'un des volets de la grande trilogie consacrée par Max Weber entre 1915 et sa mort en 1920 à ce qu'il appelait l'éthique économique des religions mondiales. Les deux autres volets de ce triptyque, de cette trilogie, étant respectivement hindouisme et bouddhisme d'une part et le judaïsme antique de l'autre. Alors, cet ouvrage, qui a été finalisé en 1916, est paru dans une très bonne traduction en français, Confucianisme et taoïsme, due à Catherine Colliot-Télène et Jean-Pierre Grossin. Jean-Pierre Grossin qui est un éminent, enfin ils sont tous les deux donc d'éminents spécialistes de la pensée de Weber. Donc cette traduction est parue chez Gallimard en 2000. Donc dans cet ouvrage, Confucianisme et taoïsme, Weber donne effectivement l'impression d'accumuler les constats négatifs relatifs à toute une série de facteurs qui seraient, selon lui, Weber, présents en Europe et absents en Chine. Pour ne citer que quelques exemples,
Au sommaire du chapitre intitulé L'orientation confucéenne de la vie, on peut lire « Absence de droit naturel et de logique juridique formelle, absence d'une science naturelle théorique, absence de métaphysique et intramondanéité du confucianisme ». Donc, ce que Catherine Colliot-Hélène et Jean-Pierre Grossin traduisent par intramondanéité, c'est le terme allemand de Innerweltlichkeit. Donc, vous avez cette caractérisation donc, de l'idéologie confucéenne par donc, des jugements essentiellement négatifs, et ce comparatisme négatif est encore pratiqué aujourd'hui, notamment en France. Et donc, au chapitre de conclusion de cet ouvrage, Confucianisme et taoïsme, ce chapitre de conclusion qui s'intitule « Résultats, confucianisme et puritanisme », on trouve ce propos. On ne trouve chez le confucéen, comme chez les Grecs authentiques, aucun ancrage de l'éthique dans une transcendance, aucune tension entre les commandements d'un Dieu transcendant et un monde créé, aucune orientation en direction d'un bien situé dans l'au-delà et aucune conception d'un mal radical. Donc là, on voit Weber enfoncer le clou, si j'ose dire, par ces caractérisations négatives. Et un peu plus loin, le confucianisme est qualifié, je cite, d'éthique de l'approbation du monde et de l'adaptation au monde sans restriction. Et ce que les traducteurs ont traduit par approbation du monde, c'est l'expression allemande très imagée, Weltbejahung, c'est-à-dire le fait de dire oui au monde. Donc, Max Weber, bien sûr, n'était pas sinologue, loin s'en faut, mais il faut reconnaître à son crédit que cet ouvrage, Confucianisme et taoïsme, est extrêmement fourni et solidement argumenté, et il montre que Weber a pris la peine de se documenter de manière très approfondie sur ce qu'il appelle les bases sociologiques de la Chine traditionnelle, telles que la ville, l'État, l'administration, mais aussi sur ce que Weber appelle le corps des lettrés. Et donc, je crois que nous n'avons absolument pas le droit, en fait, de, disons, déconduire cet ouvrage en se contentant de dire que Weber n'avait pour seul but que de trouver le contrepoint, justement, à sa thèse sur le puritanisme et l'éthique protestante comme moteur donc, du capitalisme moderne en Europe. Alors, il est intéressant de constater que sur ce même corps des lettrés, un sinologue contemporain et compatriote de Weber, donc le sinologue allemand Wilhelm Gruber, que vous avez sur la diapositive en bas, donc qui a vécu de 1855 à 1908, Gruber consacre lui aussi une étude à la religion et au culte des Chinois, qui s'intitule Religion und Kultus der Chinesen, paru à Leipzig en 1910. Et donc dans cette étude, Gruber fait une observation très intéressante. Je traduis directement, je vous passe la citation originale en allemand. Le fait est que les Chinois
ne connaissent pas la différence fondamentale entre religion, donc Religion, et enseignement, en allemand Lehre, et qu'il n'existe pas en conséquence de différenciation linguistique entre ces deux concepts, donc entre Religion et Lehre, c'est-à-dire entre religion et enseignement. Nous devons prendre conscience une fois pour toutes du fait que, du point de vue des Chinois, la religion en tant que telle n'est rien d'autre qu'un enseignement parmi d'autres. Donc là, je crois que Grube, en tout cas il y a un siècle, a mis le doigt sur quelque chose d'important sur lequel nous aurons à revenir. Et à propos donc de ce qu'il appelle le confucianismus, donc le confucianisme, il a également un propos intéressant. Il dit ceci: le terme chinois pour confucianisme, c'est-à-dire confucianismus, et là donc nous voyons que en 1910, ce concept de confucianisme avec le isme est véritablement passé dans le vocabulaire européen. Il est passé donc de l'anglais vers d'autres langues européennes. Il a été complètement adopté. Donc le terme chinois pour confucianisme, et il donne, Grube donne le terme chinois ici, Zhu Jiao, ne signifie rien d'autre que l'enseignement des lettrés ou des savants, c'est-à-dire en allemand die Lehre der Literaten oder Gelehrten. Gelehrten, donc dans le sens de donc l'enseignement des literati, des lettrés, ou bien donc de ceux qui possèdent la connaissance, ou qui sont en mesure d'enseigner, Gelehrten. Et Grube continue, donc ces lettrés, c'est-à-dire des adeptes de Confucius, ou en d'autres termes, l'école ou l'enseignement de Confucius, die Schule oder Lehre des Confucius. Et cela a exactement le même sens que lorsque nous parlons de l'école de Platon, Kant, Hegel ou Darwin. Donc là, je voyais la sélection tout à fait intéressante. On passe directement des Grecs aux Allemands et on ajoute un petit peu donc d'évolutionnisme darwinien très à la mode à l'époque. Alors, il est intéressant de constater que ce contemporain de Weber et compatriote de Weber, donc nous avons ici cette école allemande, se retrouve dans la constatation que en chinois, il n'y a pas de terme spécifique pour désigner la religion. Dans les deux cas, il y a cette constatation que, en fait, ce que les Européens appellent religion, religion, les Chinois l'appellent jiao, c'est-à-dire donc l'enseignement, l'ère. Et nous verrons donc que Max Weber constate qu'il y a bien deux termes connexes. Il y a d'abord le terme de doctrine qui se réfère à cette école des lettrés, et il y a d'autre part le mot rite qui est employé par les Chinois sans, dit Weber, distinguer s'ils sont de nature religieuse ou conventionnelle. Et Weber également, comme Grube, constate que le terme officiel chinois de Zhujiao ne fait que désigner la doctrine des lettrés.
et par conséquent met en question justement l'équivalence de ce terme chinois avec le néologisme confucianisme. Alors, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui et pour cette année, mais avant donc de reprendre mon propos le 8 janvier, et puisque nous sommes à la veille de Noël, j'ai trouvé intéressant de vous lire certains passages d'un manifeste co-signé par un groupe de 10 doctorants chinois, qui est donc paru sur le site Confucius 2000, exactement il y a 8 ans, jour pour jour, le 18 décembre 2006. Et ce manifeste a été traduit en français par donc Sabine de Villoutret et François Ominal, et c'est un texte que vous trouverez sur le site de l'Institut Ricci, qui consacre donc une partie de son site à la traduction de certains textes ou articles récents parus en chinois. Et donc ça vous permet de suivre un petit peu justement ce qui se passe du côté donc des intellectuels chinois. Et vous trouverez donc sur le site de l'Institut Ricci, qui fait bien sûr référence à Matteo Ricci, donc le grand jésuite italien, vous le trouverez sous la rubrique « Le coin des penseurs ». Je trouve cette rubrique tout à fait charmante. Alors, ce manifeste s'intitule « Sortir de l'inconscient collectif culturel, défendre fermement la subjectivité culturelle chinoise, notre point de vue sur la fête de Noël ». Donc, vous avez ce point de vue de 10 doctorants chinois donc, sur la fête de Noël. Alors, ils partent de la constatation suivante. De brise légère et pluie fine, la culture occidentale en Chine est devenue vent violent et véritable déluge. Le nec plus ultra de sa manifestation la plus directe et massive en est l'engouement d'abord subtil, puis de plus en plus grand, pour la fête de Noël. Nous, 10 chercheurs doctorants venant de différentes écoles supérieures et instituts de recherche de Chine, voulons ici appeler solennellement nos compatriotes à réfléchir sérieusement à la fête de Noël et, par ce fait, à se libérer d'un inconscient collectif culturel et défendre la subjectivité culturelle chinoise. Alors là, vous avez donc un tableau de ce qui se passe actuellement en Chine, à cette heure même. À chaque approche de la fête de Noël, les magasins, les restaurants, les hôtels dressent un arbre de Noël, accrochent des banderoles « Merry Christmas », leurs employés portent des bonnets rouges, les enfants des écoles maternelles font la ronde et chantent devant les arbres de Noël, espérant recevoir de leur maître un cadeau de Noël. Dans les écoles, des affiches bariolées de couleurs vives, bal de Noël, fête de Noël, occupent les emplacements les plus en vue. Les réseaux sociaux, les journaux, la télévision, la radio débordent de toutes sortes de messages de Noël. Des dizaines de milliers de cartes de Noël et des centaines de millions de SMS de Noël virevoltent dans le ciel. On ponctue les rencontres de Merry Christmas. Les gens se retrouvent pour se promener dans les rues et s'attardent en flânerie. Nous soutenons la tolérance religieuse et respectons la liberté de croyance. Nous n'avons pas l'intention d'exclure le christianisme. Nous éprouvons envers la question du christianisme en Chine une sympathie compréhensive. De très importantes populations marginalisées ou ayant peu de poids ont besoin d'un soutien moral pour recouvrer l'espérance d'une vie meilleure, tandis qu'une certaine élite sociale cherche à se servir du protestantisme pour se donner de l'importance. La crise de confiance en la Chine, la perte de tout modèle éthique, la dégringolade de la moralité, le manque de sincérité, un niveau de culture insuffisant poussent les Chinois à rechercher un havre de paix pour leur corps et leur âme. Donc ça, c'est
Ce serait ça le rôle de la religion. Hein. Et de manière intéressante, vous remarquerez que dans l'esprit de ces doctorants chinois, donc, christianisme se confond avec protestantisme. Enfin, du fait de la présence protestante beaucoup plus marquée et plus agressive en Chine que la présence catholique maintenant. Hein. Alors, je continue. La perturbation mentale provoquée par une modernité qui désenchante, à laquelle s'ajoute l'absence totale de valeurs, ont également incité les gens à redécouvrir le sens d'une vie religieuse. Et par ailleurs, la fête de Noël est orchestrée et utilisée par les fabricants et les commerçants comme un événement commercial majeur pour les bénéfices. Ça ne leur a pas échappé. Hein. Bon. Ainsi, de multiples raisons font que le protestantisme est devenu un choix possible pour une partie de nos compatriotes, et la fête de Noël est devenue un événement culturel auquel les Chinois ne peuvent échapper. C'est un fait, et nous n'avons pas l'intention d'accuser le protestantisme, ni de blâmer les protestants chinois de célébrer la fête de Noël. Au contraire, profitant de l'occasion de cette prochaine fête, nous voulons souhaiter à ces protestants sincères et patriotes de passer joyeusement cette fête qui est la leur. Mais nous avons noté que la plupart des Chinois, alors même qu'ils ne croient pas au protestantisme, voire n'en ont aucune connaissance, utilisent sans même réfléchir des appellations qui n'ont de sens sacré que pour les fidèles chrétiens, comme la religion du Christ, c'est-à-dire le protestantisme, le saint classique, le Shengjing, c'est-à-dire la Bible, etc., etc., sans même s'en rendre compte, et se joignent ainsi à la frénésie de Noël. Et donc, ces doctorants, voilà une sorte d'inconscient collectif culturel des Chinois, c'est-à-dire que sans acquiescement à ces valeurs et sans appartenance religieuse à la religion de Jésus, on glisse sur la pente de la religion de Jésus, on se laisse porter par le courant de la naissance de Jésus et sans le vouloir, on contribue à la propagation du protestantisme en Chine et donc à la christianisation de la Chine, accomplissant ainsi ce que les missionnaires avaient cherché à faire sans y parvenir. Donc, la raison fondamentale pour laquelle les Chinois ont, du point de vue culturel, sombré dans cet inconscient collectif réside dans le fait que la culture chinoise a perdu sa primauté et que sa subjectivité a sombré. Là, les doctorants chinois, curieusement, ne se demandent pas pourquoi. Hein. Il faut dire également qu'après plus de 100 ans durant lesquels les Chinois ont subverti le cours de leur propre histoire, violemment critiqué leur propre culture et dénoncé leur propre tradition, la culture chinoise, et particulièrement le confucianisme, se révèle avoir institutionnellement disparu et avoir totalement sombré, avec pour conséquence que la Chine n'a plus de valeurs fortes auxquelles croire, ni de forme propre de culture, ce qui a abouti au désert et à la confusion de la culture chinoise contemporaine, ouvrant ainsi une voie facile au souffle puissant du vent d'ouest et à la folle danse de toutes les divinités. L'histoire et la réalité nous montrent aussi que la pénétration et la propagation du christianisme en Chine ne sont pas simplement un problème de culture et de religion, mais aussi une puissance douce, c'est leur façon d'exprimer la notion de soft power, donc une puissance douce exercée par des pays occidentaux qui s'infiltrent et se répandent en Chine. Cela a amené au sein même des pays occidentaux certains pays européens à soulever la question du boycott d'un Noël à l'américaine et à lancer un appel pour que Noël soit célébré selon la vraie tradition européenne. Nous pensons qu'il est nécessaire, du point de vue de la sécurité tant nationale que culturelle, de réfléchir profondément au problème du christianisme en Chine, d'affirmer par l'édification en Chine d'une souveraineté douce, d'une puissance douce, d'une frontière douce, la primordialité de la culture chinoise est d'inciter activement les Chinois à sortir de l'inconscient collectif culturel, à rester vigilants et en alerte face à une nouvelle avancée de la christianisation. Et pour cela, donc, nos doctorants ont
certain nombre de propositions que je ne vais pas vous lire in extenso. Je vous renvoie donc à ce site de l'Institut Ricci. Mais ce qui me paraît tout à fait significatif, c'est qu'il préconise en particulier ceci. Ils disent « Ce n'est pas parce qu'en Occident il y a la fête de Noël qu'il faudrait la contrebalancer en célébrant dans toute la Chine une grande fête de la nativité de Confucius. Mais on peut envisager de faire de la naissance de Confucius la fête des enseignants chinois. » Ça, donc, ce sont des gens qui parlent en 2006 et dorénavant, c'est déjà fait, d'ores et déjà, c'est déjà fait. Donc, la fête des enseignants chinois et faire en sorte qu'elle ait à la fois l'atmosphère d'une fête sacrée, solennelle et imposante, et la forme d'une célébration plaisante pour tous. Cela pourrait peut-être devenir dans les écoles une démarche importante permettant de dissiper chez les jeunes l'influence de la fête de Noël. Et il y a également cette proposition. Il faut respecter les croyances religieuses des fidèles chinois de religions occidentales, comme par exemple les chrétiens. Et plus encore, faut-il mettre raisonnablement en valeur le rôle des religions autochtones chinoises, comme le bouddhisme et le taoïsme. Alors, je regrette infiniment, mais le bouddhisme n'est pas une religion autochtone chinoise, hein, c'est une religion d'origine indienne. Hein, bon, et en particulier développer pleinement le rôle social et religieux du confucianisme, qui a joué un rôle central dans la tradition historique et culturelle chinoise, et apporter la plus grande considération à l'appel et aux efforts de la société civile visant à restaurer le confucianisme et donner une nouvelle impulsion à ce renouveau. Bien. Et donc, ce manifeste se conclut de cette manière. Quoi qu'il en soit, le nœud du problème réside dans la question de savoir si les Chinois peuvent se réveiller, s'ils vont percevoir cet inconscient culturel collectif et s'ils vont trouver en eux-mêmes la volonté d'en sortir, ainsi que la détermination, le courage, le sens des responsabilités et de la mission de réaffirmer la subjectivité culturelle chinoise. Nous estimons que nous devons, nous, Chinois, porter tous nos efforts dans cette direction. Allons de l'avant. Ça rappelle un petit peu d'ailleurs l'hymne national chinois. Et ils ajoutent en note, enfin, il nous faut enfin préciser que ceci ne reflète que le point de vue personnel des signataires et ne représente pas le point de vue de leurs universités respectives. Heureusement, il y a quand même cette note de bas de page. Et donc, sur cette note dynamique, je vous nonobstant donc les instructions de nos doctorants chinois, je vais quand même vous souhaiter une bonne fête de Noël et une bonne fin d'année en général. Et je vous donne rendez-vous donc ici même le 8 janvier. Merci à vous.